Hier à Losail avait lieu le premier Grand Prix du Qatar de l'histoire et le 20e de la saison 2021. Lewis Hamilton s'est imposé devant Max Verstappen et Fernando Alonso. Le Desprix saison 2 épisode 20, c'est parti. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans un nouveau Desprix et ça y est, là on est vraiment dans la dernière ligne droite, on est vraiment dans le dur. Tout le monde est fatigué, il y a la tension qui augmente, les coups bas qui fusent, les pièces commencent à être vraiment abîmées. On a vu le châssis de Leclerc, les ailerons arrière des Red Bull, ou alors la Haas tout entière de Mazepin. Voilà, on y est, on est dans le dur. Faut aussi se dire qu'on était à la 3e course d'un triple header, on a voyagé du Brésil au Qatar, il y avait beaucoup de décalage horaire en plus, et on est à la 20e des 22 courses. C'est là aussi qu'on voit qu'on arrive doucement à la limite. 22 courses, c'est énorme, et on fait une petite overdose, alors que pourtant on a une saison exceptionnelle. Imaginez donc les saisons à 25 Grands Prix ou plus, imaginez les saisons un petit peu moins excitantes. Voilà, je pense qu'on arrive vraiment à la limite de ce qu'on peut faire en termes de nombre de Grands Prix, au niveau humain, au niveau spectateur. Voilà, on tire un petit peu trop sur la corde et on a de la chance d'avoir un spectacle en course qui suit. En parlant de fatigue et de limites, je pense qu'il faut qu'on parle des hommes qui sont dans les bureaux, un petit peu la FIA en général, qui a l'air totalement KO et qui a fait n'importe quoi sur la gestion de la fin de la Q3. Revenons à samedi, on est dans la dernière minute de Q3, Hamilton est le premier en piste, il fait un temps canon, arrive derrière lui Tsunoda, puis Gasly qui, au virage 15, détruit son pneu avant droit et son aileron sur les vibreurs et rampe jusqu'à la ligne avec une voiture en lambeaux. On pourrait parler de ces vibreurs qui sont vraiment des rasoirs et qui sont super dangereux, mais ce n'est même pas le sujet ici. Le sujet, c'est l'immense tergiversation de la FIA qui a brièvement mis un drapeau jaune électronique au virage 15 puis au virage 16, puis plus rien au bout de 10 secondes alors que Gasly était stoppé sur la route et que les autres arrivaient à pleine vitesse. Un pilote arrêté sur la piste dans les derniers instants d'une qualification ne représente donc pas un danger aux yeux de la FIA. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Et le pire, c'est que certains ont eu droit à un drapeau jaune et pas d'autres, alors que la situation était la même pour tous ceux qui arrivaient derrière Gasly. C'est-à-dire qu'en plus du grave manquement à la sécurité, il y a un grave manquement à l'équité. Alors il y en a quand même un qui a fait le boulot correctement hier, c'est le Marshall qui était en place sur la ligne droite. Il a agité son drapeau quand il a vu Gasly arrêter, c'est bien normal, mais pourtant au même moment sa direction, les membres supérieurs de la FIA, disaient que la piste était totalement dégagée. C'est fou. Bref, la FIA est responsable, elle a créé un flou injuste et dangereux, on ne devrait pas voir ça, un pilote arrêté c'est drapeau jaune voire rouge. Malgré tout, cela n'exonère pas les pilotes de tout leur devoir, notamment celui de ralentir quand ils voient un drapeau jaune. En cas de non-respect, non seulement le tour actuel est annulé, mais en plus il y a une pénalité sur la grille. Rappelez-vous par exemple du cas de Max Verstappen au Mexique en 2019. Bottas est passé quand le commissaire agitait un drapeau et n'a pas ralenti. Les 3 places de pénalité sont donc logiques. Verstappen est passé quand le commissaire agitait 2 drapeaux. C'est un cas encore plus grave qui lui vaut 5 places de pénalité. C'est logique, même s'il a été un poil malchanceux, il s'est tapé 2 drapeaux au lieu d'un, alors que la situation était sensiblement la même que pour Bottas. Jusque-là, pas d'erreur, même si quelque part, la FIA se repose sur le travail d'un Marshall pour faire face à ses propres manquements. Mais ce qui est vraiment super honteux, ça arrive après. Sainz, lui, a échappé à la pénalité car il a freiné quelques mètres avant la ligne alors qu'il allait améliorer son temps. Alors bravo à lui d'avoir annulé sa tentative, mais il y a un gros problème, c'est qu'il a freiné beaucoup trop tard, largement après Gasly, largement après qu'on lui ait montré le drapeau jaune. Pour moi, il n'a donc pas respecté le drapeau jaune, il n'a pas freiné dans la zone de danger. Et je ne comprends pas que la FIA ne lui ait pas mis de pénalité sur le seul motif qu'il avait ralenti, alors qu'il a manqué à une règle de sécurité. Voilà. Il a refusé d'obtempérer directement à un drapeau jaune, c'était dangereux, et on ne l'a pas mis de pénalité. Je ne comprends pas. Et puis après, cerise sur le gâteau, la FIA a tout simplement oublié 3 pilotes. Esteban Ocon suivait Gasly sur la piste, il se prend un panneau jaune allumé au niveau du virage 15 et ne freine absolument pas. Il n'a même pas été convoqué. Sebastian Vettel suivait encore derrière et prend également le panneau jaune au virage 15, il ne freine absolument pas non plus. Il se reprend à nouveau un panneau sur la ligne droite et met cette fois 4 secondes avant de freiner.
Non-respect clair d'un panneau jaune et respect beaucoup trop tardif d'un deuxième panneau jaune, Vettel n'a même pas été convoqué. Enfin, Norris lui prend un panneau jaune au virage 16, mais cela ne dure que 2 secondes. Vu la rapidité de l'action, on peut juger que c'est bon, ça passe. Mais en même temps, un pilote est censé ralentir dès l'apparition d'un drapeau jaune, ce que n'a pas fait Norris, et il a amélioré son temps alors qu'il est passé dans un secteur concerné par un drapeau jaune. Et devinez quoi, lui non plus n'a pas été convoqué. Tout ce que je dis est prouvé par ce document montrant les freinages ou non des pilotes. On y constate le freinage très tardif de Sainz sur la ligne droite, celui inexistant de Norris au virage 16 et ceux également inexistants de Vettel et Ocon au virage 15. Vettel, Ocon, Sainz et Norris n'ont pas été pénalisés alors qu'ils n'ont pas respecté un drapeau jaune en qualif. Voilà, je sais pas quoi vous dire, c'est pourtant la règle. On a l'exemple d'Hamilton en Autriche en 2020, alors que pourtant pour lui c'était encore un petit peu plus litigieux. Je ne comprends pas comment la FIA est passée à travers de ça. Allons maintenant regarder des choses beaucoup plus réjouissantes avec les différentes batailles en piste, et la première d'entre elles, ça a été la bataille pour la victoire, qui au final n'a jamais vraiment eu lieu. La première raison, c'est la pénalité de 5 places pour Verstappen qui l'a relégué au 7e rang sur la grille, ça lui a fait perdre beaucoup de temps d'entrée de jeu. Le Néerlandais a quand même excellemment bien démarré son Grand Prix, gagnant 3 places d'entrée et se débarrassant de Gasly puis de Norris. Au 5e tour, il était déjà de retour en 2e position, mais accusait 4 secondes de retard sur Hamilton. Mais ensuite, on a vu au final que cette pénalité n'avait pas changé grand-chose au Grand Prix, tant la Mercedes semblait imbattable. Max a doucement reculé à 6, puis à 7, puis à 8 secondes. Il a tenté 2 fois un undercut, ça n'a pas marché. Il n'y avait absolument rien à faire pour tenter de battre cette Mercedes. Et au final, même s'il était parti 2e et qu'il avait pris la tête au premier virage, je pense qu'il n'aurait pas pu gagner. À la stratégie ou en termes de vitesse pure, la Mercedes avait toutes les cartes en main pour gagner cette course. Donc au final, comme l'avait dit son père avant la course, Max ne pouvait faire que 2e. Et cette supériorité nous laisse un petit peu sans voix. La Mercedes était très très forte dans le secteur sinueux, alors qu'à Interlagos, c'était la ligne droite qui semblait être son point fort, et Hamilton n'a même pas eu à utiliser son moteur neuf ici. Voilà, on se demande un peu comment Red Bull va pouvoir réagir, tant la Mercedes paraît incroyablement forte. On a un petit peu le sentiment que le championnat a bel et bien tourné le week-end dernier au Brésil. Commence à se dessiner le scénario dans lequel Hamilton va être imbattable sur toute la fin de saison et donc potentiellement gagnerait les 4 dernières courses, terminerait champion ainsi. Attention, voilà, vraiment là on arrive à un point d'inflexion, Red Bull est en grand danger. Malgré tout, il faut essayer de se détacher de cette dynamique vers laquelle on semble aller et regarder les choses réalistement. Max a encore 8 points d'avance au championnat à 2 courses de la fin, ça veut dire 3 choses. La première, c'est que mine de rien, c'est lui qui peut être titré à Jeddah s'il gagne et qu'Hamilton est au-delà de la 7e place, ou en gros si Hamilton abandonne à Jeddah, Max est champion. La deuxième chose, c'est que ça y est, on va la voir, notre finale tendue jusqu'à la dernière course à Abu Dhabi. En toute logique, normalement, les deux devraient faire premier ou deuxième lors du prochain Grand Prix. Ça veut dire que dans le pire des cas, il y a 15 points d'écart entre eux. Ça se joue quand même à la dernière course. Et on semble aller vers le scénario où Hamilton gagnerait devant Max. Si c'est le cas, ils auraient entre 0 et 2 points d'écart au moment d'arriver au dernier Grand Prix. C'est magnifique. Et enfin, troisième chose, le point du meilleur tour acquis ce week-end va peut-être sauver Verstappen, parce que du coup, s'il fait deuxième la semaine prochaine, il est d'ores et déjà certain d'arriver à Abu Dhabi en étant le leader du championnat, et donc de pouvoir bénéficier d'un double abandon. Je ne dis pas que ça va se passer, je dis que comptablement, s'il fait deuxième à Jeddah, Max sera premier à Abu Dhabi, et ça peut compter. Bref, c'est fou, on y est vraiment jusqu'au bout, on va la voir. Hamilton peut faire quelque chose de légendaire, Verstappen aussi. Messieurs, j'ai hâte de vous retrouver dans 2 semaines pour qu'on clôture cette saison en beauté. L'autre grande bataille de cette course, c'est celle pour la 3e place qui a été beaucoup plus animée, notamment car Bottas et Perez ont tous les deux connu différents déboires. Alors déjà pour Valtteri, ça commence le samedi avec un non-respect des drapeaux jaunes. Il part loin, en plus son départ est catastrophique, il est 11e à la fin du premier tour. Après il met vraiment un long moment avant de doubler les pilotes intercalés. Mais bon, à un moment donné, il est arrivé 3e, il était sur une stratégie à un seul arrêt, il allait jouer le podium avec Perez, et puis il a crevé, on l'a vu.
Checo était alors complètement tranquille pour le podium, mais Red Bull a foiré sa stratégie, l'a mis sur 2 stops et surtout l'a arrêté beaucoup trop tôt les 2 fois, notamment la première. Checo est ressorti avec 15 tours restants, 20 secondes à combler sur Alonso et 4 pilotes à doubler entre temps. C'était trop juste. Tout ça profite à un homme qui faisait déjà un superbe week-end, 5e en qualif, 3e sur la grille, 2e après le départ grâce à de splendides manœuvres dans le premier tour, sur un rythme vraiment supérieur à tous ses concurrents, capable de très bien gérer ses pneus face à la remontée de Pérez, même si on peut dire un petit peu merci à la virtual safety car. Et voilà, Fernando Alonso qui monte sur le podium. Et quel bonheur de le retrouver là-haut. On en parle ici chaque lundi, mais sa saison est vraiment très bonne. Son comportement est extrêmement positif et sa performance globale méritait une telle récompense. Et puis mine de rien, quand on regarde dans cette saison complètement folle, un podium d'Alonso, c'était une des dernières choses qui nous manquait pour être totalement complet. Avec lui, il y a désormais 13 pilotes qui sont montés sur la boîte, c'est énorme. Et il y retourne 7 ans après son dernier podium chez Ferrari en Hongrie en 2014. Et puis c'est la première fois depuis Singapour 2009 qu'il fait un podium avec la maison Renault. J'avoue que personnellement, ça m'a rappelé pas mal de souvenirs. En tout cas, c'est énorme et totalement mérité. Enfin, la troisième grosse bataille du week-end, c'est celle du midfield qui a été complètement à l'envers. D'habitude, on a Ferrari et McLaren qui dominent. Là, c'était clairement Alpine, la troisième force. On a déjà parlé d'Alonso, mais la performance d'Ocon, 5e et lui aussi assez aisément devant la concurrence, montre à quel point ils étaient très forts. Le Français réalise son 2e meilleur week-end de la saison en termes de points, peut-être le meilleur en termes de package global. Il s'est montré capable de suivre l'excellent travail et l'excellent rythme d'Alonso. Il va chercher les points. Alors Fernando a toujours ce truc, on en parle chaque semaine, pour être devant le dimanche, c'est clair. Voilà, c'est très bien, mais Ocon a fait un top week-end. Il aide Alpine, des Alpines qui ont été vraiment en feu et qui capitalisent. Il y a 25 points d'inscrits. 25 points qui font très mal en comparaison avec les 0 inscrits par AlphaTauri, alors qu'il partait de la 8e et de la 2e position. C'est un immense coup dur. Premier souci, la voiture est largement meilleure en qualif plutôt qu'en course, et là c'était clairement aux extrêmes. Deuxième souci, il n'avait pas la bonne stratégie, départ sur les pneus soft, 2 arrêts au lieu d'un, voilà, foiré. Et troisième problème, rien n'a marché, Gasly a semblé complètement désemparé, le garage était sans solution, ils ne comprennent pas ce qui n'a pas fonctionné, c'est un week-end ou plutôt un dimanche noir. C'est un coup d'arrêt comptable, c'est une immense désillusion et c'est surtout une énorme claque pour l'écurie de Faenza qui dit peut-être là adieu à la 5e place constructeur. Je veux quand même dire un mot sur Tsunoda qui selon moi a confirmé ses progrès ce week-end. Il n'est qu'à 2 dixièmes il me semble de Gasly en Q3. Il passe d'ailleurs encore une fois en Q3. Et le dimanche il a mené je trouve une course intéressante. Il y a quelques beaux dépassements qui prouvent encore une fois qu'il a un vrai truc. Voilà. Malheureusement il a vite été limité par le potentiel de sa voiture et par le fait que mine de rien il reste un rookie face à une énorme concurrence. Il fait la course avec Ricciardo, Vettel, Bottas etc. Voilà. C'est pas le week-end de l'année, clairement, mais voilà, encore une fois, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose du côté du rookie, et j'espère qu'il marquera des points sur les 2 dernières courses pour venir totalement valider cette 2e partie qui est meilleure que la première. Ce qui en revanche est déjà totalement validé, c'est le travail de Ferrari, qui pourtant avait une voiture qui semblait vraiment pas dans son assiette ce week-end. Samedi et sur le premier relais dimanche, ils ont clairement affiché leurs limites, se montrant un vrai cran en dessous d'Alpine et d'AlphaTauri, et même un poil derrière la McLaren de Norris. Mais encore une fois cette année, ils ont fait preuve de calme et d'intelligence pour faire les bons choix. Ils sont partis sur les pneus médiums, ils avaient la bonne stratégie à un arrêt, ils ont fait un double arrêt parfaitement maîtrisé, et ils sauvent 10 points énormes, pendant qu'en plus McLaren a fait un petit peu n'importe quoi et ne marque que 2 unités. Clairement, ils avaient des difficultés, le rythme était difficilement là, la voiture n'était pas à son aise, mais je trouve qu'ils ont tiré quasiment le maximum de ce qu'ils pouvaient faire, et niveau comptable, on n'est pas loin de la masterclass vu les conditions. Ils terminent devant les 2 AlphaTauri et devant les 2 McLaren. Bravo. Alors au passage, j'ai peut-être un petit regret qu'il n'ait pas swappé les 2 voitures à la fin, car Leclerc a rapidement fondu sur Sainz dans le 2e relais, et que ce même Sainz a buté sur Ocon et Stroll. Leclerc aurait peut-être pu les avoir, en tout cas ça se tentait.
Leclerc justement qui était sorti en Q2 samedi mais qui tentait à tout prix de passer avec les pneus médiums et qui avait un crack sur son châssis qui a été détecté après. Malgré ça, il n'était qu'à 2 dixièmes de Sainz au moment où il sort et j'ai trouvé son dimanche vraiment très bon. Voilà. Il a manqué le petit plus pour qu'il soit un peu mieux qualifié et pour que dans la course il aille peut-être chercher Ocon et Stroll. Je pense que la place normale de Leclerc si le week-end avait été parfait, c'était la 6e ou la 5e. Ouais, non, la 5e, derrière Alonso et Perez. Sainz, lui, a confirmé son impressionnante régularité et propreté. Je ne l'ai pas trouvé extra, la voiture n'était pas extra non plus. Et pourtant, il y a une Q3, il y a une course sans embûche, il y a 6 points à l'arrivée. Très bien. Alors en revanche, ça va être très dur de dire un aussi bon bilan sur McLaren, qui pourtant semblait s'en sortir un petit peu mieux que Ferrari, mais voilà, qui est passé en Q3 avec les pneus soft, qui n'étaient pas sur la bonne stratégie, obligé d'arrêter Norris à 7 tours de la fin pour faire son deuxième arrêt, et ça coûte très cher. Lando pourtant lui il a mené une très belle course, mais voilà, pas la bonne strat, une voiture un peu moyenne, au final Ferrari a été meilleur que McLaren. Alors quant à Ricciardo, il a bu la tasse, ou plutôt mangé du sable, du début à la fin, 4 dixièmes en qualif, élimination en Q2 en pneus soft, départ catastrophique, tombé à la 16e place, aucun rythme pour se sauver malgré une stratégie à un seul arrêt, c'est pas bon du tout. Enfin, terminons par l'écurie qui est la 5e ce week-end en termes de nombre de points inscrits. Je veux parler d'Aston Martin. La performance était comme d'habitude, peut-être un poil meilleur, mais ça restait globalement très moyen, tout juste aux portes du top 10. Malgré tout, avec la bonne stratégie à un arrêt et un super départ, Lance Stroll a fortement tiré son épingle du jeu et signe mine de rien son meilleur résultat de la saison avec cette 6e place. Ça en dit long sur la saison d'Aston et quelque part aussi sur la saison de Stroll, mais sur son dimanche, il a vraiment été extrêmement solide et bat les deux Ferrari à la régulière totale. Vettel, lui, était très frustré, il avait été devant en qualif, il avait battu Stroll pour 3 dixièmes, mais il s'est complètement foiré et fait enfermer au départ, il est tombé, je crois, 17ème, voilà. Et après, le temps de remonter, même s'il avait la bonne stratégie, il était dans le mauvais wagon, à la fin, il ne peut sauver qu'un point, et forcément, il nourrit pas mal de regrets. Pour ce qui est des 3 autres, au final, encore une fois, je n'ai absolument rien à dire. Alfa Romeo a un petit potentiel le dimanche, mais ça reste encore trop limité et surtout, ils partent de trop loin à cause de qualifs complètement foirés. Williams n'a clairement plus ou clairement pas le niveau pour jouer les points. Et As reste toujours super loin, même si ce week-end, ils m'ont semblé un poil moins à la ramasse en termes de rythme, pour une raison que je ne m'explique absolument pas. Côté pilote, Kimi a battu Antonio pour la 3e fois consécutive en qualif et il lui a mis une petite leçon en course où il termine, je crois, avec un pit stop d'avance, même si, encore une fois, j'ai pas vu toute leur course. Voilà. Je pense qu'on peut dire qu'Antonio, ça y est, il a un petit peu décroché. Chez Williams, Russell a atteint une nouvelle Q2, 3 dixièmes et demi devant Latifi en Q1 et il l'a battu en course avant que son pneu explose, puis que le pneu de Latifi explose. Pas très pro pour Williams, voilà qui met une belle symbole sur leur fin de saison. Enfin, du côté de Haas, Mazepin n'a pu rouler qu'1 heure sur 3, sa voiture est une épave, ils ont dû remettre des anciennes pièces, le vieux châssis super lourd. Voilà, l'écart qu'il prend en qualif, je ne vais même pas le compter parce qu'au final, le pauvre, il y est pour rien. Et puis en course, il m'a semblé un petit peu moins largué sur le début de relais au moins, mais après, c'est vrai qu'il termine encore loin. Schumacher lui a fait un temps en Q1 qui me semble assez sous-estimé, je crois qu'il est dans le 10e ou pas loin de l'Alfa Romeo de Giovinazzi. Et en course, il a été propre, il a battu Mazepin, voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur lui. Et en vrai, ces 3 équipes du fond de grille, eux comme nous, on attend la fin de saison pour faire le bilan calmement et passer à autre chose parce que là, on n'en peut plus. Allez, passons désormais au classement. On l'a dit, Verstappen n'a désormais plus que 8 points d'avance sur Hamilton, que c'est magnifique. Derrière, Perez, mine de rien, revient à 13 longueurs de Bottas avec l'abandon et la crevaison du Finlandais. Leclerc n'est plus qu'à 1 point de Norris et Sainz est juste derrière à 7,5 points de Lando. Les Alpines confirment leur place de 10e et de 11e, Alonso a 17 points d'avance sur Ocon et mine de rien seulement 15 de retard sur Gasly. Et dans la deuxième partie de tableau, Vettel a 43 points et Stroll 34, on les mentionne jamais, c'était l'occasion. Côté constructeur, Red Bull revient à 5 longueurs de Mercedes. Encore une fois, là-dessus, on va se régaler, ça va se jouer jusqu'à Abu Dhabi. Ferrari augmente son break sur McLaren de 39,5 points. Alpine met une claque avec 25 points d'avance désormais sur AlphaTauri. Et Aston Martin a confirmé sa place de ventre mou, bien détaché des 3 du fond et encore un petit peu trop loin d'AlphaTauri.
On passe aux notes, je vous rappelle simplement qu'elles sont subjectives, imparfaites et seulement faites à titre indicatif. Voilà, gardez toujours ça en tête au moment de les prendre en compte, de les regarder, de les critiquer. Voilà, vous avez le droit d'avoir un avis différent, mais relax, c'est juste un indicateur, un moyen un petit peu d'avoir une autre donnée pour mesurer la perf des pilotes. Hamilton est une nouvelle fois sorti le week-end parfait, forcément moins héroïque qu'à Interlagos, mais exceptionnel, notamment son tour de Q3. Fernando a été magique de A à Z et ressort avec une superbe récompense. Max reste tout de même sur une performance très solide, il pouvait difficilement faire mieux. Ocon suit son coéquipier et signe un de ses meilleurs week-ends de la saison. Sainz et Norris ont fait 2 week-ends solides avec des machines compliquées. Dur de faire beaucoup mieux, même si ce n'était pas complètement optimal. Gasly a été excellent, mais plombé par le rythme de sa voiture et sa stratégie. Perez était beaucoup trop loin en qualif, 3 dixièmes avec une gamme plus tendre. Mais sa grosse remontée en course était sympa et la perte du podium n'est pas de sa faute. Stroll mérite une bonne récompense, il a battu les Ferrari à la régulière et a saisi sa chance avec le départ et la stratégie. Leclerc marque 4 points malgré une qualif entachée par un problème de châssis et aurait pu obtenir un swap en sa faveur. Bottas, lui, est dur à noter vu la malchance de la crevaison, mais prendre 6 dixièmes le samedi, ne pas ralentir sous drapeau jaune, foirer autant son départ, mettre autant de temps à remonter et globalement être si loin avec une Mercedes dans les mains, c'est vraiment en dessous des attentes. Russell a sorti une performance satisfaisante, Vettel n'a pas su profiter de sa bonne position de départ, Kimi et Yuki sont durs à noter mais semblent mériter un petit pouce en l'air, Mick et Nicolas ont été assez propres et intéressants, Mazepin était loin mais un peu moins loin et surtout pas aidé par sa machine, Giovinazzi me semble avoir déconnecté et enfin Ricciardo a été en dessous de tout. Côté écurie, Mercedes a réalisé un énorme tour de force, trouver autant de performances dans un tel moment et dans un tel contexte, c'est monstrueux, ils vont aller chercher les 2 titres si ça continue comme ça, c'est énorme. Alpine fait le week-end de rêve au moment où il le faut, ils mettent KO AlphaTauri, ils vont chercher un podium, ils étaient la 3e force du plateau, bravo. Red Bull, elle était simplement un ton en dessous et en plus fait une erreur avec la stratégie de Perez. Ferrari n'était pas top, mais sort un super résultat grâce à un gros travail et beaucoup de bons choix. Aston a proposé un taf plus qu'acceptable et score de bons points avec les 2 voitures. McLaren était sur la mauvaise stratégie et marque encore le pas. AlphaTauri passe à travers dimanche et prend un gros coup. Alfa Romeo a du potentiel mais est pourri le samedi et reste trop mauvaise. Williams est très loin et Haas reste dans ses eaux. Je vous invite à aller en description, vous retrouvez toutes les notes actualisées selon ce que vous me dites en commentaire. Vous retrouvez aussi le classement par la moyenne générale sur l'ensemble de la saison. Sur ce, je vous remercie et vous encourage à aller voir la vidéo des pistonnés sortie ce midi dans laquelle j'avais la chance d'être invité. Je serai également chez eux pour la vidéo débat de mercredi. Voilà, les liens sont dans la description, je vous encourage vraiment à aller voir et j'aimerais bien, si vous le voulez, que vous me fassiez un petit retour pour savoir ce que vous avez pensé de ma performance et de tout ça. Voilà, je vous encourage vraiment à aller voir. Tout en vous incitant à mettre un pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne, je félicite Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, champions du monde des rallyes pour la 8e fois. Alors je ne suis clairement pas assez le rallye et c'est vraiment dommage parce que 8 fois champion du monde, on se rend pas compte, c'est tout simplement l'un des plus gros exploits de toute l'histoire du monde automobile. Voilà, chapeau les mecs, c'est phénoménal. Sur ce, je vous laisse, on se quitte avec ce message que m'a envoyé Enzo Ferrari. Il ne comprend pas ce que signifient les couleurs du casque de Lewis Hamilton. Je lui ai dit qu'on l'expliquerait plus tard. À bientôt.